soyez les bienvenus dans l'espace des livres et les plaisirs de Marc Page. Votre invité est né à Cahors, il est journaliste de radio, passé notamment sur Totem, Sud Radio, Europe 2 et Radio Présence, où il a officié tous les matins en duo avec Quentin, hospitalier entre 2011 et 2017. D'ailleurs, on en profite pour saluer Quentin. Et puis, c'est un homme également de télévision sur Télé Toulouse. Il s'est ensuite consacré à l'écriture. Il est notamment l'auteur, avec Noël Balland, de la série policière, Le sang de la vigne, qui compte 25 opus, tous publiés chez Fayard et que vous avez retrouvé notamment sur France 3, l'adaptation avec un certain Pierre Arditi. Votre invité est également l'auteur d'une autre série consacrée au patrimoine de France, avec comme personnage récurrent Séraphin Cantarel, conservateur en chef du musée des monuments français. On va en parler dans quelques minutes. Autre passion, avouée de l'auteur, la mer. Il a publié Histoire à jeter l'encre aux éditions Ferret, ou encore avec Vue sur l'océan aux éditions La Cheminante. Il écrit également sur la gastronomie, des livres illustrés, Volute et couleurs dominicaines en 2003, et en collaboration avec David Nakache, photographe, À boire sur parole, 30 portraits choisis, leurs souvenirs de dégustation en 2005, ou encore La truffe sur le soufflet, qui a obtenu, oui, le prix Antonin Carême. En 2017, avec l'astrophysicienne Sylvie Vauclair, il a publié un roman de science et fiction, Le soleil ne se cachera pas pour mourir. C'est aux éditions Privat, dont l'intrigue se déroule au pic du Midi. Il est enfin également l'auteur de pièces de théâtre, Avis de grands frais, Coup de pédale. Il s'agit de Jean-Pierre Allot. Il vous présente son dernier roman, Meurtre au Pays Basque, quand le diable dansait à Biarritz, aux éditions Le Geste Noir. Jean-Pierre Allot, bonjour et bienvenue dans la chronique de Guillaume Sautet. Bonsoir Guillaume, et ravi d'être à vos côtés. Écoutez, on est ravis également. Vous avez reçu il y a quelques temps, c'était pour un dernier de la série Le sang de la vigne. Et là, on vous retrouve, on va parler d'un certain Séraphin Cantarel dans quelques minutes avant de nous plonger dans une nouvelle enquête, on peut dire ainsi. Racontez-nous votre expérience, oui, pour en arriver là où vous en êtes. Toutes ces expériences doivent grandement vous aider pour l'écriture. Vous êtes passé un peu partout. Vous êtes à la fois journaliste, vous êtes un homme de télé, vous êtes un homme d'écriture, et puis vous aimez la gastronomie. Enfin, vous aimez tout, et ça vous doit vous aider, hein. Oui, je suis foncièrement épicurien, ça je crois que c'est connu de tout un chacun, et je suis avant tout journaliste, et vous savez, le journalisme, ça mène à tout, y compris donc dans le domaine de la fiction. Non, plus sérieusement, je crois que le journalisme permet une certaine rigueur de l'information, et après, c'est vrai que dans l'écriture de mes romans, eh bien, j'utilise, j'allais dire les ficelles, j'utilise l'art de raconter des histoires, parce que vous savez, le journaliste, quand il raconte un fait divers à la radio, eh bien, il ne fait que compter. Même la politique, c'est raconté par un prisme, comment un parti émerge. C'est vrai pour le sport, où il y a toujours une part de suspense. Vous voyez, on est avant tout journaliste dans l'âme. Je le reste pertinemment, mais c'est vrai que la fiction a occupé une place importante ces derniers temps, avec, vous l'avez rappelé, Le sang de la vigne. Le sang de la vigne, ça a été une aventure fabuleuse qui est née, j'allais dire presque par hasard, c'est-à-dire que moi je suis né au milieu des vignes, donc je connais l'univers des vignerons, et j'ai créé avec Noël Balland un personnage quasiment improbable, puisqu'il est avant tout œnologue, et il devient enquêteur parce qu'il a du flair. Il faut savoir que tous les œnologues travaillent avec leur nez, et là il le mettait au service donc de domaines viticoles. Et je ne pouvais pas imaginer, en écrivant les premiers Sangs de la vigne, qu'il rencontrerait d'abord un succès en librairie, pour ensuite rencontrer un succès en télé, puisque on avait chaque samedi entre 3,5 millions et 4 millions de téléspectateurs fidèles aux aventures de Benjamin Cooker dans le livre et Benjamin Lebel à la télévision, incarné, vous l'avez rappelé, par Pierre Arditi. Donc, quand vous créez une saga comme ça qui rencontre un succès, eh bien, vous avez toujours un éditeur, ou en l'occurrence une éditrice, qui vient vous voir en disant « Écoutez, est-ce que vous ne pourriez pas imaginer une nouvelle série ?»
Et c'est vrai que pendant 15 ans, j'ai vécu, je dirais presque jour et nuit, avec Benjamin Cooker, écrire ses aventures à travers tous les vignobles de France. Et là, j'avais envie de changer de personnage, d'univers. Alors, vous l'avez rappelé, j'aime la gastronomie, mais j'aime la mer et j'aime les vieilles pierres. Le patrimoine, c'est quelque chose auquel je suis extrêmement sensible. Moi-même, j'ai la chance d'être dans un ancien château du Moyen-Âge qui a été transformé à la Renaissance, dans la vallée du Lot. Donc, je suis très attaché aux pierres. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé une série autour du patrimoine, en créant, vous l'avez rappelé, ce personnage Séraphin Cantarel, qui est le patron des conservateurs de musées en France et qui a autorité sur tous les monuments français. Et donc à partir de là, quand il s'agit de régler un problème dans un monument de France, eh bien Séraphin Cantarel intervient et souvent le petit problème qui se passe dans un de ces monuments, qu'il soit château, cathédrale, abbaye, musée, eh bien, c'est parfois un vol, c'est parfois un meurtre. Et là, il va, avec son assistant qui s'appelle Théo Trévissac, solutionner le problème, le résoudre. Mais contrairement au Centre David, où on avait un tandem avec Virgile et Benjamin, là, c'est un trio, car la femme de Séraphin Cantarel, Hélène Cantarel, est archéologue, et on comprend aisément que son bagage, son background, comme on dit, va être précieux pour résoudre les intrigues. Et c'est donc un trio avec le couple Cantarel et ce fameux Théo Trévissac, qui est un garçon qui a la trentaine. C'est un garçon très malin, très intuitif. C'est un beau garçon, donc il enchaîne les conquêtes féminines. Enfin, ça permet de mettre un peu de sexe pile dans cette série, dont le dernier tome, c'est bien sûr Quand le diable dansait à Esbaritz, qui se passe sur la côte basque. Exactement, et on va y revenir dans quelques instants. Vos passions, oui, qu'est-ce que vous aimez faire, Jean-Pierre Allot? Mis à part tout ce qu'on a dit, les pierres, la gastronomie, le vin, enfin, qu'est-ce qu'il aime faire, Jean-Pierre Allot? J'aime bien musarder, c'est-à-dire j'aime bien découvrir, donc l'idée d'aller visiter les monuments, d'aller me promener, découvrir la France buissonnière. C'est pas forcément la France des restaurants étoilés, c'est celle des petites auberges, c'est celle des sites et des chapelles oubliées. Voilà, j'aime la musique également. Alors je suis plutôt versé sur la musique classique, mais enfin j'ai la nostalgie quand même des grands tubes des années 60 et 70, et du coup les filles me traitent de ringard, mais c'est une manière de m'intéresser aussi à la musique. Après, j'aime la peinture, j'aime le théâtre, au point d'écrire, vous l'avez rappelé, de temps en temps des pièces de théâtre que j'écris avec des acteurs ou avec des metteurs en scène. Deux d'entre elles vont être adaptées là sur le deuxième semestre 2019. Vous voyez, j'ai plusieurs passions, c'est-à-dire que je crois que ce qui m'anime, c'est ma curiosité, qui m'amène à aborder des domaines sur lesquels je ne pensais pas avoir de véritables compétences, mais quand vous êtes curieux, vous apprenez plein de choses, et à partir de cette curiosité, bien, une fois qu'elle est piquée, ça vous permet d'explorer des domaines. Vous voyez, vous y faisiez référence tout à l'heure, l'année dernière, enfin il y a 2 ans, j'ai écrit un livre sur l'astronomie avec Sylvie Auclair, qui est astrophysicienne, qui est devenue une amie. J'avais une curiosité pour l'univers, la formation de l'univers, les étoiles, les astéroïdes. Eh bien, en côtoyant une astrophysicienne, ça m'a permis d'écrire un livre à partir du pic midi. Et voilà, ça c'est l'exemple type d'un domaine sur lequel ça m'intéressait. J'estimais être nul, mais j'avais envie d'en savoir plus. Et avec Sylvie, j'ai pu explorer, autant qu'on peut le faire aujourd'hui dans l'état de connaissance, un peu de l'univers. Voilà, donc j'ai plusieurs passions. Mon violon dingue, j'ai pas qu'un violon, j'ai un grand orchestre, voilà.
Et tiens, si on s'invite chez vous, ouais, dans votre château, là, on s'imagine bien là, dans le Lot, là, tranquille, avec vous, et on se dirige tout droit vers votre bibliothèque, qu'est-ce que l'on peut y découvrir à l'intérieur de celle-ci? Alors, j'ai plusieurs bibliothèques en fonction des étages du château, mais celle où j'ai mon bureau, alors j'ai la chance d'avoir un grand bureau avec une grande cheminée qui donne par la fenêtre, bien, on voit le Lot qui paraissent, j'ai le Lot à mes pieds, et donc c'est un cadre extrêmement agréable. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ma bibliothèque? Eh ben, il y a à peu près la même variété de thèmes que celle qu'on évoquait il y a quelques instants. Alors, dans les auteurs que j'aime, bah, pour les polars, je suis un grand classique. Moi, j'aime Simenon, j'aime Agatha Christie. Voilà, après, je m'intéresse aussi aux auteurs de polars plus contemporains. Hein. Mais j'aime les grands classiques. Et en matière de littérature classique, bah, je suis un fan de Mauriac. Hein, François Mauriac, qui était un homme du Sud-Ouest, qui habitait lui aussi une belle maison, Malagar, au-dessus de la Garonne. Voilà, j'aime Giono, j'aime Pagnol, j'aime Saint-Ex, j'aime Balzac aussi. Il n'y a jamais mieux décrit la Touraine que dans le Lys dans la vallée. Enfin, vous voyez, j'aime Tennessee Williams, j'aime aussi la littérature étrangère, mais je m'intéresse à plein d'auteurs. J'ai mes périodes lors desquelles j'explore un auteur et je lis plusieurs bouquins et après je passe à un autre auteur et un autre univers. Voilà, j'ai pas de fil conducteur si ce n'est ma propre curiosité et le style. Je suis sensible au style de chacun des auteurs et à partir de là, quand leur univers me parle, il m'accompagne la nuit car je lis essentiellement la nuit puisque le jour je suis censé écrire. Et donc des journées bien remplies, hein, Jean-Pierre. Plutôt, oui, effectivement, oui, plutôt. Alors, autrefois j'écrivais même le soir, maintenant j'en suis incapable, j'écris plutôt le jour et plutôt le matin, de 9h jusqu'à midi et demi, et puis après, parfois un peu l'après-midi, mais j'aime bien laisser reposer ce que j'ai écrit jusqu'au lendemain matin, et puis là ça m'apparaît comme une page, comme si c'était pas moi qui avais écrit ce que j'ai consigné sur la page la veille. Jean-Pierre Allot, intéressons-nous cette fois-ci à votre dernier livre qui s'intitule Le meurtre au Pays Basque, quand le diable dansait à Ilbaritz, aux éditions Le Geste Noir. Comment vous est venue l'idée d'écrire cet ouvrage et ce fameux personnage, Séraphin Cantarell? Expliquez-nous, oui, comment il est né et puis comment l'ouvrage en lui-même, Meurtre au Pays Basque, quand le diable dansait à Ilbaritz, est venu également. Expliquez-nous tout ça. Alors, c'est vrai que le personnage de Séraphin Cantarell, il est venu au travers d'une discussion avec mon éditrice de l'époque. Et alors, c'est un personnage que j'ai imaginé avec la cinquantaine, assez conservateur dans l'âme, enfin conservateur au sens premier, c'est-à-dire qu'il est assez classique dans ses goûts, c'est un homme érudit, qui aime bien le cigare, qui aime bien manger. Toute ressemblance avec l'auteur ne serait pas forcément fortuite, vous voyez ce que je veux dire. Et puis sa femme Hélène, qui elle est une femme plutôt de progrès, plutôt à gauche politiquement, plutôt féministe, voilà, qui est plutôt en jean qu'en robe. Et puis Théo Trélissac, qui est ce garçon qui a la trentaine et qui est issu de la campagne, de la Corrèze, et élevé par sa maman, et on ne sait pas qui est son père. Voilà, et on l'apprendra au fil des opus, car vous l'avez rappelé, quand le diable dansait à Ilbaritz, c'est le 6e opus, puisque les aventures de Séraphin Cantarell se poursuivent. J'en écris en principe un par an. Le premier c'était dans l'Albigeois, chez Toulouse-Lautrec. Le deuxième c'était Cordron, le fameux phare de Cordron. J'ai écrit ensuite sur la cathédrale de Reims. J'ai écrit ensuite sur Rocamadour, sur le Mont Saint-Michel. Et là, le 6e, j'ai eu envie d'aller sur la côte basque. Alors, si vous allez du côté de Biarritz et que vous vous promenez sur la plage,
en direction d'Espagne, vous allez apercevoir un château qui ressemble un peu, pas au château de la Belle-au-Bois-Dormant, parce qu'ils font lever les clochetons, mais c'est un château un peu, comment dirais-je, assez fantastique. On se dit comment il a été posé là, et c'est un château qui est battu par les vents, hein, puisqu'il est tout près de la Grève, et ce château a été construit par un certain Baron de l'Épée. Baron de l'Épée est un descendant de la famille Wendel, qui avait des aciéries dans l'est de la France, et qui était une famille très fortunée. Il avait, c'est plus riche que Cadet-Roussel, puisque Cadet-Roussel avait 4 maisons. Lui, il en avait, je crois, une douzaine, vous voyez, disséminés un peu partout. Il avait des châteaux dans le Poitou, il avait des châteaux sur la Côte d'Azur, des chalets en Savoie, enfin bref, c'était un homme très fortuné. Et il a décidé, comme ça, de construire un château au Pays Basque. Tout ça parce qu'il est tombé amoureux d'une comédienne parisienne et il a voulu lui offrir en guise de cadeau ce château. Donc il a acheté tous les terrains, nous sommes dans les années 1900, il a acheté tous les terrains qui sont situés à la périphérie de Biarritz, sur la commune de Bidart. Il a acheté une centaine d'hectares et là il a fait construire un château complètement fabuleux, extrêmement, alors c'est une grosse villa qui est faite de, comment dirais-je, d'une juste apposition, c'est un peu comme une pâtisserie, mais ce que je dois vous dire, c'est que ce Baron de l'Épée était un amoureux de la musique, il aimait l'orgue, et il a fait construire un orgue par le célèbre facteur Cavalier-Coll, et il a construit ensuite le château autour de l'orgue, vous voyez. C'est-à-dire que quand on rentre dans ce château, il y a une énorme pièce dans laquelle il y avait cet orgue Cavalier-Coll, qui aujourd'hui a disparu. Si vous voulez le voir de vos yeux vus, Guillaume, il suffit d'aller à Montmartre, au Sacré-Cœur. C'est l'orgue qui orne aujourd'hui le Sacré-Cœur. Et donc ce Baron de l'Épée a fait construire ce château qui avait toute la modernité de l'époque. C'est-à-dire qu'il y avait l'électricité, il avait installé le courant partout, c'était d'une modernité sans nom, c'était très bien meublé avec beaucoup de marqueterie. Et puis, comme ce château était menacé par les vents, il avait su faire des paratonnerres, mais aussi des armatures en ferraille pour que le vent n'ait pas de prise sur ce château, à telle enseigne qu'un siècle et demi plus tard, le château est toujours là, le château du Baron de l'Épée est toujours là. Et quand on connaît l'histoire de ce Baron de l'Épée et de ce château, eh bien j'ai eu envie d'écrire sur ce château qui est un peu fantomatique comme ça, qui aujourd'hui encore est désert. Il est passé de main en main, mais aujourd'hui c'est un château qui, comment dirais-je, reste quelque chose comme une abstraction, vous voyez, on fait le tour, alors on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur? Alors on imagine des concerts, de la musique, écouter du Wagner, ça c'est facilement imaginable, mais après on dit que ce château a été hanté, qu'il a abrité des orgies, des choses que la morale réprouve. Alors il y a une partie de vrai et une partie de faux, et avec tout ça j'ai bâti une intrigue policière qui se déroule donc à l'intérieur de ce château. Comment s'est passée la phase d'écriture? Est-ce qu'il y avait un plan, comme peuvent le faire certains auteurs? Oui, comment vous y prenez, vous, Jean-Pierre? Alors moi, je vais carrément sur les lieux du crime. C'est-à-dire que Excellent. j'ai pour habitude, je fais mes repérages. C'est-à-dire que je vais sur place avec mon carnet de notes et puis je vais m'imprégner des lieux. Et là, pour le château du Biarritz, je suis allé traîner en plein hiver autour de ce château. Le temps était extrêmement perturbé, il avait même neigé. J'ai tourné autour et autour de ce château, aujourd'hui, il y a un golfe qui est très très prisé. C'est un des plus beaux golfs de France. Il donne carrément sur l'océan Atlantique. Donc il est dit de vous dire que quand on est sur ce golfe, on a l'impression d'être au bout du monde. Et donc j'ai traîné pour essayer de saisir l'ambiance. Alors aujourd'hui, ce château appartient à un des ex-propriétaires du journal Libération qui voulait en faire un hôtel, mais le projet est avorté parce que ce château a été classé monument historique et on ne peut pas en faire ce qu'on veut, loin s'en
été récusé par les bâtiments de France. Donc ce château est là, désertique, il n'y a personne à l'intérieur, il y a juste un gardien. Et donc j'ai flâné autour pour essayer de saisir un peu l'esprit du baron de l'Épée. Et bien, de manière totalement imprévue, j'ai découvert une espèce de souterrain. Je savais, parce qu'il y a un bouquin qui était sorti sur ce château que j'avais lu évidemment avant de faire mes repérages, je savais que ce fameux baron de l'Épée ne supportait pas de voir ses domestiques. C'est-à-dire qu'il avait une armée de domestiques, de maîtres d'hôtel, de lingères, de cuisinières, mais il ne voulait pas les voir. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Tout ce personnel vivait dans des bâtisses à l'extérieur et on avait accès au château, ils avaient accès au château uniquement par les galeries. Et j'ai pu pénétrer à l'intérieur de l'une de ces galeries en me promenant de manière tout à fait fortuite. Et j'ai vu une espèce de trou noir qui était envahi de ronces. Je suis rentré, pensant retrouver une de ces galeries, ce qui était le cas. Je pensais me trouver face à une grille. Eh ben non, j'ai pu avancer et heureusement, vous savez que maintenant, avec nos téléphones portables, il y a une fonction pile qui nous sert de lampe électrique. Et j'ai serpenté dans ces galeries jusqu'au moment où je me suis retrouvé dans les caves du château avec un escalier qui grimpait dans la salle de l'orgue en question. Et la première scène du roman, eh bien, je peux vous dire que je peux la prendre à mon actif puisque je l'ai vécu comme va la vivre l'un des protagonistes de l'intrigue. Excellent, ça. À vous écouter, on a l'impression que oui, vous menez vous-même l'enquête. Je mène l'enquête, c'est-à-dire que, vous savez, quand on est romancier, on est asexué, on est à la fois homme, on est femme, on doit être jeune, on peut être vieillard, et puis il faut surtout s'imprégner des lieux. Et moi, j'aime bien la rigueur de l'information, et donc la rigueur des lieux, et il n'y a pas mieux que de les connaître. Alors après, je ne suis pas aussi aventurier que mes personnages, je vous rassure Guillaume, c'est l'imagination qui fait la différence. Mais en tout cas, oui, je mène l'enquête et tous les détails sont importants. Et c'est en cela que le travail de romancier est passionnant. Alors vous me disiez si je fais un plan. Alors dans ma tête, j'ai un plan. Et souvent, je dis, un peu comme une provocation, que j'aime bien tuer dans mes romans policiers sans savoir qui a tué. Donc c'est une manière de planter le décor et après je trouve qui est l'assassin. Parfois je le sais au début, mais je ne le sais pas toujours. Et là, dans l'affaire qui nous intéresse, nous sommes dans les années 1980. Alors pourquoi j'écris sur cette époque? Eh bien parce que c'était une époque où on pouvait encore jouer sur l'intuition des enquêteurs. Parce qu'aujourd'hui, dans les séries très contemporaines, eh bien, vous savez, avec le téléphone portable, avec votre carte bancaire et avec votre ADN, aujourd'hui, les flics, les policiers n'ont pas grand-chose à faire. On sait pertinemment que, à l'heure où nous parlons, Guillaume, vous êtes dans le studio de votre radio, vous avez votre portable à côté, et si vous racontez aux policiers que vous étiez à Genève ou à Barcelone, on ne vous croira pas parce que votre portable parle pour vous. Comme votre carte bancaire parlera de vos achats de ce matin, vous voyez. Et alors, ne parlons pas de l'ADN qui permet de confondre aujourd'hui les suspects. Donc, vous voyez, les données ont fondamentalement changé et le plaisir de l'enquête est moindre. Alors que dans les années 80, l'ADN en était assez balbutiement. On faisait appel aux cabines téléphoniques, on buvait du Gini, on roulait sans casque. Il y a un côté vintage dans cette époque-là, les années 70-80, et ça me plaît de travailler sur cette époque-là parce que les enquêteurs, eh bien, ils marchaient à l'intuition. Voilà, ils marchaient
marché à la déduction. Et c'est en cela que ce type d'enquête m'intéresse. Racontez-nous en quelques mots, vous avez commencé à le faire, ça se passe donc dans les années 80, on va y revenir, mais c'est une incroyable histoire que va vivre une nouvelle fois Séraphin Cantarell. Et comme d'habitude, Jean-Pierre, vous nous tenez en haleine du début jusqu'à la fin, bravo. Alors, Séraphin, il se retrouve sur la côte basque un peu par hasard, parce que il a appris par un de ses amis, Jean d'Amberty, que ce château des Paris faisait l'objet de spéculations immobilières. Il était question que ce château soit rasé pour qu'on en fasse un véritable hôtel. Et là, évidemment, c'est jugé scandaleux par certains qui alertent donc le responsable des monuments historiques français, Séraphin Cantarell, qui va donc aller sur place pour savoir ce qu'il en est. Et effectivement, il y a urgence, parce que ce château est à la vente, il va être acheté par des gens dont on sait qu'ils ont un projet immobilier pour en faire un hôtel, et puis on va s'apercevoir qu'il y a tout un aéropage qui tourne autour du château d'Iparit, avec des gens un peu compromettants. On est dans ces années-là où il y a l'ETA avec des attentats réguliers. C'est la période où on commence, hélas, à bétonner la côte, vous savez. Et ça, il y a eu quelques actes, quelques constructions au sein de la ville de Biarritz qui ne sont pas esthétiquement très très jolies, ça date de cette époque-là. Et puis il y avait des gens qui étaient contre le béton. Et c'est dans ce contexte-là que Séraphin débarque avec Trélissac. Trélissac se fait agresser près du phare de Biarritz, et on sent qu'ils ne sont pas les bienvenus. Et on sent qu'il y a beaucoup de gens qui leur veulent pas de bien, et on ne sait pas trop pourquoi. Et on va s'apercevoir que celui qui prétend être le propriétaire du château ne l'est pas véritablement, que c'est sa femme qui tient les cordons de la bourse, laquelle veut vendre, qu'il y a quelques notaires véreux, qu'il y a quelques promoteurs immobiliers tout aussi véreux, qu'il y a l'ombre de l'EPA derrière. Et que se passe-t-il la nuit au château d'Iparit? Eh bien, a priori, il y aurait une congrégation, il y aurait peut-être une société occulte qui s'y réunirait pour faire quoi? Ben là, je vous en dis pas plus, parce que là, je suis en train de dévoiler un peu l'intrigue même de ce roman. Eh bien, ne nous en dites pas plus. Pour cela, c'est très simple. Allez vous acquérir le livre de Jean-Pierre Allot, Meurtre au Pays Basque, quand le diable dansait à Ibarit. C'est donc, eh bien, 6e enquête de notre ami Séraphin Cantarell. Quels sont vos projets pour la suite? Alors, pour la suite, je suis dans l'écriture du numéro 7, du 7e opus, et surtout, je travaille actuellement avec une société de production, puisqu'il est fortement question, Guillaume, que cette série soit aussi adaptée à la télévision dans les prochains mois. Voilà, j'y travaille activement. Et si c'est le cas, ça va dire qu'on fera ce qu'on appelle un pilote, c'est-à-dire un premier épisode, peut-être l'année prochaine, avec un acteur célèbre qui incarnera Séraphin Cantarell, une actrice tout aussi célèbre pour Hélène, et puis pour Théo Trélissac, je pense qu'on va prendre un jeune premier, comme on disait autrefois, qui j'espère va faire son trou. Enfin, vous voyez, c'est un projet qui, un peu comme le sang de la vigne, est parti d'une idée, et puis après, c'est le public qui s'en empare, d'abord les lecteurs et les lectrices, et après, j'espère, pour la télévision. Et puis dans les autres projets, qui sont que des projets d'ailleurs, je viens de terminer l'écriture d'un film avec une jeune réalisatrice qui s'appelle Méla Bossard, film qui, on est en train de trouver des producteurs, mais si tout va bien, on devrait pouvoir tourner l'année prochaine, et qui se passe entre le Bordelais, que je connais bien via le sang de la vigne, et qui se passe également à Amsterdam, en Hollande, avec la négociation en vin. Vous voyez, je ne suis pas très éloigné du sang de la vigne pour ce film-là, même si c'est une histoire d'amour, et où le vin est prétexte à parler des relations humaines, voilà. Et puis il y a une nouvelle pièce de théâtre qui est en écriture, il y a un recueil de nouvelles également. Vous voyez, je n'arrive pas à endosser le statut de retraité.
Je vois ça. En tous les cas, c'est bien. On va vous suivre, Jean-Pierre. On va vous suivre. Et puis, si le candidat pour incarner Séraphin Cantarell est aussi bon que celui de Benjamin Lebel, alias Pierre Arditi, ça va cartonner. Moi, Ah je vous oui, le dis. je peux vous assurer que c'est une grosse pointure. C'est une grosse pointure que vous avez déjà vu à la télévision. Voilà, comme les choses sont pas encore signées et j'ai pas le droit de révéler son nom, mais enfin bon, c'est quand même rassurant de savoir que plusieurs grands comédiens ont été sollicités, que l'un d'entre eux a accepté de jouer son rôle. Jean-Pierre, continuons et passons tout de suite, si vous le voulez bien, à la Minute Cool. Plutôt Biarritz ou Saint-Jean-de-Luz? Ah, Biarritz. J'ai une faiblesse pour Biarritz, vous savez, le salon de Témirmont que j'aime beaucoup, face à la mer, l'hôtel du Palais qui va être rénové pour accueillir prochainement, vous savez, le fameux G7, voilà. Donc j'ai une tendresse pour Biarritz parce que c'était vraiment une ville balnéaire qui a été encensée à la fin du 19e siècle et un peu abîmée au cours du 20e siècle. Et j'espère que le 21e siècle nous permettra de gommer les petites erreurs qui ont été faites dans les années 70. Mais ça reste une station balnéaire magnifique et à laquelle je suis très attaché. Citez trois mots qui, selon vous, définissent Cahors. Ah, Cahors. Ah, ben, Cahors, c'est l'histoire. Cahors, c'est bien sûr les Cadours, que c'est le Quercy, donc c'est le chêne qui m'entoure. Après, il y a la quiétude de la vallée du Lot. Et après, que dire de plus? Ah, vous savez, les Cadurciens, ce sont des gens qui connaissent les valeurs de la terre, qui ont les pieds ancrés dans la terre glaise, voilà. Et puis il y a les gens du Causse aussi. On dit qu'il y a deux mentalités, les gens qui sont sur le Causse du Quercy et ceux qui sont dans la vallée du Lot. On dit que les uns sont généreux, les autres plus improquins. Enfin bref, voilà, c'est une qualité de vie. Mon Lot, vous savez, je suis né à Cahors, vous l'avez rappelé. Je suis très attaché. J'ai la chance d'y vivre et d'y écrire. Pour moi, c'est un grand luxe. Votre dernier film ou votre dernière série que vous ayez vu, c'est le ou Ah, laquelle? il y a un film que j'ai vu, il est sorti il y a déjà un an, mais j'ai acheté la vidéo également. Il s'appelle Call Me By Your Name. C'est une très belle histoire qui se passe en Italie. C'est une histoire sentimentale qui a été tournée un peu. Alors j'ai oublié le nom du réalisateur, mais c'est Chamaillé qui interprète le rôle principal, Timothée Chamaillé, qui est un jeune acteur très prometteur, qui est un acteur français. C'est un film qu'aurait pu tourner Visconti. C'est l'Italie de que je l'aime. Ça se passe en Lombardie, mais ça aurait pu se passer en Toscane. Les images sont magnifiques, l'histoire est tendre, assez singulière. Voilà, c'est Call Me By Your Name. Je n'ai pas le nom du réalisateur en tête, mais je laisse le soin d'aller chercher sur Wikipédia. Mais c'est un film qu'il faut voir à tout prix. Voilà. Après je viens de voir la biographie consacrée à Elton John, par exemple, qui est assez fabuleuse, avec une belle performance d'acteur. Voilà, j'aime le cinéma, évidemment. On ne peut pas s'intéresser à l'image via la télévision par le petit et le grand écran. Et donc, j'essaie d'aller au cinéma. Et hélas, je n'ai pas le temps d'ubiquité, je ne peux pas être dans les salles obscures et être devant ma table de travail. C'est le temps. 24 heures, ce n'est pas Et assez oui, pour c'est vous. court, c'est court, c'est court, hein. Jean-Pierre, si vous étiez un personnage célèbre, ce serait lequel? Ah, je sais pas. Alors là, c'est vraiment une colle. Un personnage célèbre, je sais pas qui j'aimerais être. Je sais pas. Je préfère acquérir une petite célébrité par ce que j'ai fait jusqu'à présent que de prendre la célébrité d'un autre. Voilà. Non, je ne saurais pas vous dire un homme célèbre. Certainement pas un homme politique. Peut-être un acteur, si j'étais acteur, mais je serais un mauvais acteur. Non, je cherche ma propre célébrité à une petite échelle, celle qui fait que vous n'êtes pas trop reconnu dans la rue, mais seules quelques personnes viennent vous voir. Mais vous n'êtes pas Jean-Pierre Allot. Et là, vous êtes obligé de dire, voilà. Quand
quand je tournais avec Pierre Arditi de Saint-David, c'est vrai que tout le monde interpellait Pierre dans la rue. C'est vraiment un cauchemar. Il ne peut pas faire de pas sans que les gens l'interpellent et lui disent des choses gentilles. Et donc moi j'étais à côté et donc il disait mais voilà l'auteur du Saint-David. Ah, les gens disent c'est fantastique, j'aime beaucoup vos histoires. Et puis et vous, M. Arditi, mais vous êtes vraiment remarquable. Et donc, c'est lui qui prenait toute la lumière. Donc, je me dis que parfois, ça doit être un peu ennuyeux. Voilà. En tous les cas, oui, belles anecdotes, une belle rencontre avec Pierre Arditi, qui est un très très bon acteur, je le rappelle. Et écoutez, on ne sait pas s'il nous écoute, c'est pas grave, mais on le salue au passage, Pierre Arditi, et Mais qu'il Pierre, continue. il travaille tout le temps, il est toujours au théâtre, il est toujours en tournage. Le jour où il ne tournera plus, eh bien, on pourra commander le cercueil, parce que Pierre est un polémique. Mais c'est vrai que c'est un bon acteur et que ça a été l'aventure du Sang de la Vigne a été une aventure fabuleuse avec de bons moments où on a surtout bien, j'allais dire picolé, c'est pas le mot qu'on y a. On a bu de très bons vins. Voilà, on a bu de très bons vins. On a été intronisés dans des tas de confréries, Pierre et moi. Je me souviens notamment celle des Charentes, Pinot des Charentes, où à la fin de la cérémonie, nous étions aussi bien paf l'un que l'autre. Voilà. Paf au sens premier du terme et non pas paysage audiovisuel français, vous voyez. Voilà, on pourrait raconter 1000 anecdotes autour de ces tournages, et notamment quand on a tourné dans le Lot, où j'avais eu le plaisir d'accueillir toute l'équipe du film chez moi dans mon château, et on a fait une fête qui a duré jusqu'à une heure avancée de la nuit. Voilà. Oh là là, décidément, il aurait même fallu tourner dans le château, ça aurait été sympa ça. Ouais, on y avait songé à un moment donné avec Marc Rivière, le réalisateur, mais vous savez, quand vous confiez votre propriété à une société de production, pendant quelques heures, vous ne reconnaissez plus votre propriété, parce que tellement il y a de câbles, tellement il y a de collaborateurs, tout le monde squatte, et je tiens à m'inquiétude. Vous savez, Guillaume, il faut savoir rester un peu discret, voilà. Donc on n'a pas tourné chez moi, on a juste fait la fête chez moi, ça suffisait à mon bonheur. Jean-Pierre Allot, rappelons que vous êtes l'auteur de Meurtre au Pays Basque, quand le diable dansait à Île-Baritz, aux éditions Le Geste Noir. Merci d'avoir accepté l'invitation de la chronique de Guillaume Sautet. Eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt, Guillaume, et j'étais ravi de partager ces quelques moments en votre compagnie. Avec un immense plaisir, vous revenez pour l'opus numéro 7 des aventures de Séraphin Cantarel, et puis pour tous les autres projets que vous nous avez racontés, avec le plus grand des plaisirs, Jean-Pierre. À bientôt, Guillaume. Rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro et de nouvelles aventures littéraires. Prenez soin de vous, bonne lecture, salut!